Bienvenue dans Oser l'élite, la nouvelle rubrique de Mion Média qui donne la parole à celles et ceux qui repoussent les frontières de l'excellence. Ici, pas de parcours tout tracé, mais des chemins construits à la force du travail, de la rigueur et souvent de l'audace. Aujourd'hui, nous recevons Clément Kwame Nguessan, juriste ivoirien au parcours hors norme, de la faculté de droit de l'Université des Lagunes à Abidjan, au banc des plus grandes universités américaines, de NCA Bank à la Legal Aid Foundation à Los Angeles. Clément a toujours fait le choix de l'exigence. Major de promotion à plusieurs reprises, plusieurs fois boursier, rédacteur dans des revues juridiques internationales, engagé dans la réforme du barreau ivoirien, il conjugue rigueur intellectuelle et engagement civique. Mais derrière ce parcours, il y a une histoire, des choix, des doutes, des luttes, des convictions, et surtout une foi profonde dans la nécessité de construire un droit africain moderne, accessible et au service du bien commun. Alors, comment devient-on Clément Kwame Nguessan? Qu'est-ce qui forge une telle trajectoire? Et que peut-on transmettre à ceux qui rêvent d'oser eux aussi? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en interrogeant notre invité du jour. Bonjour Clément et merci d'accepter cette invitation pour ce premier numéro de Oser l'élite. Bonjour Emmanuel, merci à toi également pour l'opportunité, l'honneur, les privilèges de me faire passer à Oser l'élite en tant que premier invité. Et ça me va droit au cœur que tu m'aies choisi, que j'ai eu ce privilège-là de participer à ce podcast. Je t'en prie. Ben, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors Clément, si tu devais te présenter sans évoquer ton CV, que dirais-tu de toi? Si je devais me présenter sans parler de mon CV, j'utiliserais deux mots. Le premier mot, c'est le loup. C'est l'animal que je préfère le plus parce que je pense que je peux m'identifier à lui. C'est pour ça que vous remarquerez que sur la plupart de mes réseaux sociaux, vous verrez The Wolf of Low Street. Et pourquoi le loup? Parce que le loup, c'est un animal qui peut vivre à la fois en solitaire, mais également qui est très social, qui est loyal aux siens et qui est très combatif. On dit aussi qu'il est très intelligent. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'identifie au loup, parce que dans tous les environnements où je me situe, que ce soit que je me retrouve tout seul, avec des obstacles, avec des difficultés, je peux avancer, ou que je me retrouve en groupe avec des équipes à gérer, avec d'autres personnes, je peux également créer une synergie pour avancer avec ces personnes. Le deuxième mot que j'utiliserais pour me définir serait résilience, parce que j'ai fait le lycée classique d'Abidjan. Et au lycée classique d'Abidjan, la devise du lycée classique d'Abidjan, c'est cherche, trouve et jamais n'abandonne. Et je pense que cette devise-là, c'est le symbole de la résilience, le symbole de l'abnégation, de l'intensité, la détermination, le courage pour atteindre l'excellence, le courage pour atteindre ses objectifs sans jamais abandonner, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés de parcours. Voilà. Intéressant. Question suivante, d'où vient ta passion pour le droit? Est-ce que c'était une vocation, un métier que tu as toujours rêvé d'exercer comme pendant que tu étais enfant, quand on te posait la question de ce que tu voulais faire plus tard, ou finalement c'est justement au décours des événements de vie, une rencontre fortuite? Comment ça s'est passé en fait, la découverte de cette discipline? Bah écoute, le droit, c'est la dernière chose que je voulais faire dans ma vie. Lorsque j'étais en terminale, pendant que tous mes amis de terminale avaient les yeux illuminés, brillants, les yeux en admiration devant les avocats, devant les juristes, devant tout ce qui était afférent au droit, et projetaient de faire une carrière dans le droit, moi, ça me laissait de marbre. J'étais beaucoup plus intéressé par la sociologie. Et après le bac, j'ai effectivement été orienté en sociologie. Mais comme Dieu est le maître du temps et des circonstances, j'aime bien dire que je n'ai pas choisi le droit, c'est le droit qui m'a choisi. Après le bac, j'ai été orienté en sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Malheureusement, il y a eu la crise post-électorale qui a fait que l'université a été fermée pendant une année. Je me suis donc retrouvé à la maison à ne rien faire pendant une année parce que moi, je suis un pur produit de l'école ivoirienne, de l'école publique ivoirienne. Je n'ai jamais fait d'école privée. J'ai commencé à l'EPP, école primaire publique, et même à l'école maternelle, j'ai fait le centre pilote de la petite enfance. Ensuite, après l'EPP, je fais collège modèle de Cocody, je fais lycée classique d'Abidjan, j'étais censé faire université Félix Houphouët-Boigny. Et là, pam, l'université ferme.
pour la crise post-électorale. Je reste à la maison, je ne fais rien, je patiente parce que je ne peux pas aller au privé. Je n'ai pas la possibilité d'aller au privé. Une année passe, je suis à la maison et je range mon frein, j'attends que l'université rouvre pour pouvoir faire la sociologie comme j'avais entrepris de le faire comme mon père, qui est sociologue. Et après l'année s'écoule, le gouvernement décide de proroger la fermeture de l'université pour une année supplémentaire. À ce moment-là, je dis non, je peux pas, c'est pas possible. Je ne peux pas rester à la maison 2 années d'affilée à me tourner les pouces. Et c'est comme ça que j'en parle à mon père et que le temps, les circonstances me sont favorables et que le président, Comouin François, président de la Cour d'appel de commerce, que je profite pour saluer au passage, m'ouvre les portes de l'Université des Lagunes, m'accueille et je me retrouve à l'Université des Lagunes et je passe ma licence avec brio en étant major de promotion. Je finis le master avec brio en étant major de promotion. Je tombe amoureux du droit à l'Université des Lagunes à ma première année de licence 1. Voilà. Et félicitations pour ce parcours d'excellence à l'Université des Lagunes. Et finalement, tu te Merci. retrouves quelques années plus tard aux États-Unis. C'est Comment tu te ça. retrouves dans ce pays? C'est quoi cette trajectoire? Je me retrouve aux États-Unis, encore une fois par le temps et par les circonstances, parce que lorsque je finis le master à l'Université des Lagunes, le plan c'est de devenir avocat. Je suis aussi épris de la profession d'avocat, je rêve de devenir avocat, je rêve de porter la touche, je rêve de faire des plaidoiries, parce que lors de mon parcours à l'Université des Lagunes, j'ai eu la chance de faire des procès fictifs, j'ai eu la chance de faire des débats, des concours d'oratoire, etc., etc. Donc je suis imprégné de la chose de... Pardon? Je suis imprégné de la chose, de l'art oratoire, des plaidoiries, et je suis amoureux de la profession d'avocat. Et je veux devenir avocat. Et le plan, c'est passer l'examen du barreau, le CAPA, euh, exercer la profession d'avocat pendant un certain nombre d'années et, et économiser de l'argent et plus tard, progressivement, voir si je peux aller améliorer mes compétences ou mes connaissances à l'étranger. C'est-à-dire que de, 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 de prime abord, je n'avais aucune intention de faire des études à l'étranger, à plus forte raison, enfin, aux États-Unis. J'avais pensé à la France à un certain moment après ma licence, mais j'avais encore une fois pas la possibilité financière, surtout de pouvoir partir faire des études en France. Du coup, j'ai très vite rangé ce projet au tiroir et j'ai poursuivi dans mon master à l'Université des Lagunes avant de finir. Donc, je finis l'Université des Lagunes, je rentre dans le monde professionnel, je commence à travailler, voilà, je gravis les échelons, je me retrouve au cabinet d'avocat, après je me retrouve en banque, etc., etc. Je finis à la Banque d'Abidjan et je me rends compte que j'ai atteint le plafond de ce que je pouvais apprendre en Côte d'Ivoire. Je me rends compte que j'ai besoin de passer un autre palier, de franchir un cap, parce que mes connaissances de ce que j'estimais que mes connaissances du droit ivoirien ou du droit régional étaient suffisantes et qu'il fallait que je passe au niveau international. Et là, l'opportunité de la Loyola Law School se présente. Je reçois un email publicitaire comme par hasard, out of nowhere. Et je me dis, bah tiens, on va voir de quoi il s'agit. Je regarde, je vois que c'est très intéressant. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à plancher sur mon projet d'études aux États-Unis. Tout se passe rapidement. Dieu fait en sorte que les événements s'enchaînent, tout s'imbrique rapidement et paf, j'ai mon visa, tout est OK et je me retrouve aux États-Unis d'Amérique pour commencer mes études de droit et reprendre une carrière. Il faut également que je mette une emphase sur le fait que une des choses qui m'a véritablement poussé à franchir le pas et à quitter mon pays pour venir aux États-Unis, c'est aussi le fait que le CAPA, l'examen du barreau, n'ait pas été organisé de 2018 jusqu'à 2023. Bon, moi, je suis parti en 2021, mais jusqu'en Donc, tu as, 2021, tu as été un jusqu'à ce peu que je parte contraint là-bas, parce qu'il n'y avait pas de perspective. absolument, j'ai été un peu contraint. Je me suis rendu compte que j'ai atteint un plafond de verre que je ne pouvais pas dépasser parce qu'il n'y avait pas d'examen du barreau et il fallait que je continue d'avancer. Je ne pouvais pas me restreindre, me bloquer là. Donc, j'ai franchi le pas et j'ai pris le risque de venir aux États-Unis tout seul, sans personne. Très bien. Et on reviendra sur ce sujet du barreau un peu plus tard dans notre échange. Mais finalement, quand tu arrives aux États-Unis, c'est quoi tes plus grands défis dans ton parcours là-bas? Est-ce que c'est plutôt la langue? Est-ce que c'est plutôt la difficulté au niveau du passage droit civil, droit anglo-saxon? C'est quoi tes premières impressions et comment tu arrives à t'adapter à ce nouvel environnement?
Quand j'arrive aux États-Unis, je pense que j'ai fait face aux difficultés auxquelles toute personne venant d'un pays francophone aurait fait face en venant dans un pays anglophone. Donc, naturellement, la barrière de la langue. Pour quelqu'un dont le dernier contact avec l'anglais était en classe de terminale, ma classe de terminale datait depuis de 10 ans, c'était vraiment difficile parce que je n'ai pas eu de période transitoire, je n'ai pas eu de période d'adaptation, je n'ai pas pris de cours d'anglais. Je suis arrivé directement, je devais commencer directement. Je suis arrivé en juillet 2021 et je devais commencer en août 2021. Donc, il Ah fallait oui, en même temps brutal quand même. s'adapter. Oui, tu tombes les deux pieds dans l'eau, il n'y a pas de maître nageur pour t'accompagner, tu nages ou tu te noies. Donc, il a fallu que moi-même, je fasse mon level up, moi-même, je me mette à niveau pour pouvoir déjà communiquer en dehors de l'école, mais en même temps pouvoir aller à l'école et puis pouvoir exceller dans ce que je fais. Il y a aussi le choc culturel. Voilà, tu passes de l'Afrique à l'Amérique. Il y a le choc culturel auquel j'ai dû faire face. Il y a le fait de revenir dans la peau d'un étudiant parce que j'étais un professionnel lorsque j'étais à Abidjan. J'étais un professionnel pendant 4 5 ans. Et là, je reviens dans la peau d'un étudiant. Je reprends ma carrière professionnelle à la case départ, littéralement, puisque je dois faire un master of law, un LLM, qui doit aboutir à ce que je passe l'examen du barreau, puis à ce que je commence une nouvelle carrière professionnelle aux États-Unis. Et le dernier point que je peux soulever, c'est surtout voilà, la solitude de l'Occident qui n'est plus à présenter. Voilà, le manque de ses proches, de sa famille et de son entourage. Quelqu'un qui est très famille comme moi, qui a toujours été proche de sa famille et dans le cocon familial, qui sort voilà, de la bulle familiale, de l'entourage familial, pour se retrouver tout seul aux États-Unis, sans personne. C'était pas évident au départ, mais par la force des choses, on a pu y arriver, on a pu s'adapter. Ah ben, félicitations pour ça également. Et finalement, sur le passage du droit civil, du droit comme il est pratiqué dans les pays francophones d'Afrique et au droit anglo-saxon, est-ce qu'il y a eu un changement important? Est-ce qu'il y a eu une période d'adaptation sur les sujets et la manière d'appréhender justement ta discipline? Tout à fait, tout à fait. Il y a eu, au départ, c'était pas vraiment facile, puisque le droit civil est basé principalement sur les textes, sur les codes, sur la lettre de la loi. Alors que le droit anglo-saxon, la common law est basé beaucoup plus sur les précédents et la jurisprudence. Donc, il fallait s'adapter. Quand tu passes un système où tu as l'habitude de citer pardon, l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme, etc., etc., et tu passes maintenant à OK, Jason versus Mike Tyson, etc., etc., c'est pas du tout la même chose. Dans le système anglo-saxon, le juge a la possibilité de faire la loi. Lorsqu'il y a un vide juridique sur un problème juridique donné, qui n'est pas un vide juridique qui naît du fait que la loi ou le législateur n'a pas prévu ça dans les textes, le juge a la possibilité de faire la loi. Le juge a la possibilité d'aller au-delà de ce qui est écrit et de faire la loi, comme on dit, de to make law. Alors que dans le système civil, du droit civil, ce n'est pas possible. Le juge est obligé de s'attacher à la lettre de la loi et de laisser le législateur revoir la loi, même si elle est mal faite. Donc là, il a fallu s'adapter, il a fallu déjà connaître le jargon, le stare decisis dans la common law, beaucoup plus, encore d'autres terminologies de la common law. Il y a une différence aussi en matière de raisonnement, parce que ce ne sont pas les mêmes analyses juridiques que tu fais lorsque tu utilises des articles et lorsque tu vas utiliser des case law, parce que quand tu utilises des case law, des affaires juridiques, des précédents, il y a une comparaison que tu feras en fonction du cas qui est devant le juge pour essayer de trouver des similitudes, pour faire des analogies, pour montrer, il faut montrer des exemples, il faut trouver des contre-arguments, etc., etc. Il y a une méthode, il y a une méthode, une méthodologie et une manière d'aborder les choses en common law. Donc, il a fallu s'adapter à tout ça et voilà, Dieu a fait que tout s'est bien passé, que j'ai pu réussir ma première année, mon premier master à Los Angeles avec brio, avec une moyenne de presque de 18,5, quelque chose comme ça, avec des first honors en legal writing. Les first honors, c'est lorsque tu finis la classe en étant premier de la classe. Donc, j'ai eu 3 first honors. Donc, j'ai été premier dans 3 classes différentes. J'ai été premier en legal writing and research, j'ai été premier en business association et puis j'ai été premier en introduction au droit américain. Donc, tout s'est bien passé et il fallait penser maintenant à l'étape prochaine. Voilà.
ta prochaine qui était de repartir sur finalement un nouveau diplôme, donc le Juris Doctor. En termes d'expérience professionnelle, tu as une expérience assez hybride, hein, puisque tu as travaillé, comme tu l'as mentionné, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans des banques, cabinet d'avocats. Tu as été bénévole également aux États-Unis, Legal Aid Foundation à Los Angeles. J'oublie probablement quelques autres expériences professionnelles. Et finalement, quelles sont les expériences qui t'ont le plus marqué et pourquoi? Je dirais que chaque expérience m'a marqué parce que chaque expérience était différente. Lorsque j'étais en cabinet d'avocat ou en juriste de banque, j'étais juriste d'affaires. Et lorsque je me suis retrouvé à la Legal Aid Foundation of Los Angeles, je n'étais plus juriste d'affaires, j'ai basculé de l'autre côté. J'étais beaucoup plus dans le social parce que là-bas, je m'occupais des violences domestiques, violences basées sur le genre, et eviction defense, expulsion des locataires, etc., etc. C'était beaucoup plus, la Legal Aid Foundation, c'est une sorte de cabinet d'avocat social, une sorte de clinique juridique sociale qui permet à ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'avocat de pouvoir bénéficier d'informations juridiques et pouvoir défendre leur cas, pouvoir défendre leurs affaires dans des matières sociales comme le droit de la famille, le droit de, d'habitation, etc., etc. Donc, c'est vraiment deux mondes totalement différents et ça te donne une perspective totalement différente sur la manière d'appréhender le droit et la façon dont le droit est pratiqué aussi bien dans ces différentes matières. Voilà. Très bien. On va présentement aborder tes prises de position publiques, hein. Tu l'avais un peu mentionné précédemment lors de l'épisode qui t'a contraint finalement à te rendre aux États-Unis. Tu t'es exprimé à plusieurs reprises sur les dysfonctionnements du barreau ivoirien, notamment à travers des tribunes qui ont été très partagées. Pourquoi ce combat te tient à cœur? C'est vrai il y a une Ce- composante personnelle, puisque effectivement, Bien sûr. c'est justement parce qu'il n'y avait pas cette ouverture. Mais au-delà de cette composante personnelle, est-ce qu'il y avait, il y a vraiment d'autres sujets pour lesquels tu t'engages aussi fortement pour ce combat? Au-delà de ma personne, je pense que la raison pour laquelle je suis à fond et je suis vraiment déterminé en ce qui concerne ce sujet, c'est surtout pour les futures générations. J'estime que le progrès, c'est lorsque chaque génération passe le flambeau à la prochaine, pour que la prochaine puisse construire sur ce que la précédente a réalisé. Et pour moi, c'est ça le progrès. On ne peut pas avoir de progrès dans le droit en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir de progrès dans la justice en Côte d'Ivoire si ce passage de flambeau-là n'est pas fait. Si la génération actuelle ne fait pas en sorte que les futures générations puissent bénéficier de ce qu'elle a réalisé, mais en même temps de pouvoir s'élever et puis améliorer les choses. En l'état actuel, le barreau ivoirien est dysfonctionnel. Les juristes en Côte d'Ivoire, les étudiants juristes comme les juristes professionnels n'ont pas la facilité de pouvoir devenir avocat en Côte d'Ivoire. Et je trouve que c'est grave. Je ne veux pas que ce qui m'a arrivé à moi et m'a contraint en quelque sorte à venir aux États-Unis puisse arrive aussi aux futures générations. Je veux que le petit Clément qui va naître dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, puisse avoir la possibilité de devenir avocat en Côte d'Ivoire, mais également puisse choisir et décider de son avenir tout en ayant toutes les options qui lui sont ouvertes. Je veux aussi que la Côte d'Ivoire ait suffisamment d'avocats parce que nous avons en ce moment 500 avocats pour 29 millions de personnes et j'estime que ça ne favorise pas l'accès à la justice et aux services juridiques pour les Ivoiriens, pour les justiciables ivoiriens. Quand vous prenez un État américain comme la Californie, il y a 170 000 avocats pour environ 39-40 millions de personnes. Le ratio en Côte d'Ivoire est de 1 avocat pour 58 000 personnes, alors que le ratio en Californie est de 1 avocat pour environ 200 personnes. On peut Finalement, c'est quoi percevoir. c'est tellement aigu que finalement, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est difficile d'organiser l'examen année après année? Qu'est-ce qui peut bloquer en fait et peut expliquer le fait que l'examen justement du barreau ne se fasse pas chaque année? Il y a eu plusieurs versions, il y a eu plusieurs explications, il y a eu plusieurs excuses. Tantôt c'est le manque de moyens, tantôt c'est le manque d'infrastructures. Il y a beaucoup d'excuses qui ont été données, mais je pense, ma foi, que le véritable problème, c'est un problème de volonté.
je pense qu'il y a aussi beaucoup de mauvaise foi. C'est pour ça que j'utilise souvent le terme de cartélisation de la profession d'avocat, parce que je pense réellement, sincèrement et honnêtement que la profession d'avocat en Côte d'Ivoire fonctionne comme un cartel. Des personnes refusent d'ouvrir la profession parce qu'elles veulent protéger leur market share, elles veulent protéger leur marché, elles veulent protéger, elles ne veulent pas faire face à la compétition aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Du coup, ne pas organiser l'examen du barreau, ça leur convient. Ça fait moins d'entrées, ça fait moins de compétition. Ou bien, même quand on organise l'examen du barreau, on prend 15 personnes, 20 personnes, 25 personnes pour un pays de 30 millions d'habitants et qui a en ce moment environ 550 avocats. Je trouve que prendre 30 personnes à un examen du barreau, c'est vraiment très peu. Donc, pour répondre à la question, je pense que c'est une question, faut pas être, répondre à la question, le problème, c'est la volonté. Le problème, c'est la mauvaise foi. Le problème, c'est la corruption. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats véreux qui considèrent le barreau comme leur chasse gardée, alors que c'est une chose publique qui doit être ouverte. Voilà. Très bien. Donc, il n'y a pas de souci logistique ou de sujet de ce type. Pour toi, c'est vraiment la volonté des personnes qui doivent organiser l'examen. Il existe des soucis logistiques, mais je vais essayer de mettre la lumière sur une contradiction du barreau ivoirien en ce qui concerne les problèmes logistiques. À l'époque, c'était l'université de Cocody qui organisait l'examen du CAPA. Et l'université de Cocody avait toute la logistique nécessaire. Le barreau ivoirien, par le truchement du ministre de la Justice, a, a fait en sorte qu'il y ait un règlement d'harmonisation de la profession d'avocat qui a retiré l'organisation de l'examen du barreau à l'université de Cocody pour le donner aux avocats, pour le confier aux avocats. Donc, selon ce que le barreau dit, l'examen du CAPA n'est plus un examen académique, il est désormais un examen professionnel. Mais là où il y a une contradiction, vous ne pouvez pas retirer l'organisation de l'examen du barreau à une entité qui a la logistique et qui a les moyens pour pouvoir l'organiser, sans vous êtes prêt vous-même à avoir les moyens et la logistique pour pouvoir organiser cet examen. Donc, pourquoi aller dans la hâte? Pourquoi se précipiter? Pourquoi mettre la charrue avant les bœufs en retirant l'examen à l'université de Cocody et en voulant l'organiser soi-même lorsqu'on n'a pas les moyens financiers ou logistiques de pouvoir le faire? Il y a une contradiction. Voilà. Donc, en l'état Effectivement, actuel, voilà. Donc, c'est un peu ça, là où le bas blesse, c'est la réalité. Je pense qu'ils essaient de trouver des moyens actuellement pour colmater les brèches avec l'allocation de la logistique de certains endroits, comme l'Institut l'INFEJ, l'Institut national de formation judiciaire, où l'examen s'est tenu, je pense, l'année dernière et l'année précédente et tout. Mais il y a vraiment un gros problème de volonté également. très bien, on espère que c'est quelque chose qui sera résolu, hein, parce que comme tu le dis, c'est une situation qui met à mal à la fois les professionnels du droit, les jeunes juristes, mais aussi la population qui a besoin de ces services-là et qui peut avoir du mal quand les professionnels, justement, ne sont pas suffisamment nombreux. Et finalement, est-ce que tu as des retours par rapport à cette situation parce que tes positions sont très fermes. Je suppose que tu dois avoir des retours négatifs, mais également des retours positifs. C'est quoi en fait, en termes de bilan, quand tu regardes aujourd'hui? En termes de bilan, je dirais que les retours sont beaucoup plus positifs. Et j'ai été contacté par des centaines de personnes qui m'ont fait part de leur encouragement, qui m'ont dit qu'elles me soutiennent, qui m'ont dit qu'elles m'accompagnent. Il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint mes rangs parce que ça m'a obligé, ça m'a forcé à mettre en place une organisation de la société civile que j'ai appelée Ordre des éléphants blancs de Côte d'Ivoire, avec laquelle je compte porter tous les combats de société civile à présent, à court, moyen ou à long terme. Et voilà, mais comme tu peux te l'imaginer, il y a aussi des retours négatifs de personnes qui, quand bien même elles partagent le fond du combat, estiment que la manière de le faire n'est pas adaptée, que la forme n'y est pas, que c'est un combat qui est noble, mais voilà, je ne m'y prends pas bien. Mais à celles-là, je réponds constamment, je réponds inlassablement que elles ont la possibilité de mener leur combat de leur côté, que tout le monde ne peut pas mener le combat de la même façon. L'essentiel est d'atteindre l'objectif commun. L'essentiel est d'atteindre les résultats recherchés. Donc moi, je peux mener mon combat à ma façon, à ma manière, et elles peuvent mener leur combat aussi à leur façon.
à leur manière. Parce que c'est bien trop facile de s'asseoir dans son salon feutré et puis de critiquer la façon dont les autres abordent une problématique ou décident de mener un combat, alors que soi-même, on est assis chez soi et on ne fait rien. Donc voilà, donc c'est un peu ça, là c'est un peu là où on se situe actuellement. Ok. On va à présent aborder des sujets relatifs à la vision pour l'avenir. Voilà. Là, tu es en train de préparer ton Juris Doctor à la faculté de droit de University of Georgia. Quel est ton projet professionnel à moyen long terme? C'est vrai qu'on on l'a pas suffisamment abordé, mais finalement, ça serait pas mal que tu reviennes peut-être sur ton parcours pour avoir tes différentes admissions. Euh, Quels sont les examens, par exemple, qu'on passe pour être admis dans une université américaine? Quels sont les critères qui sont retenus? Je suppose qu'il y a un test de langue, TOEFL. Est-ce qu'il y a d'autres tests pour évaluer la logique, par exemple? Ça peut être des éléments intéressants également. Et puis, voilà. Si tu peux répondre aux deux questions simultanément ou voilà. Il n'y a pas de problème. Déjà, pour comment j'ai fait pour pouvoir venir aux États-Unis, il y a un test de langue que j'ai pris le Duolingo test. À l'époque, je ne voulais pas faire le TOEFL parce que le TOEFL est un test beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe. Donc, j'ai choisi une université qui me proposait de waive le TOEFL. Donc, le TOEFL, ne demandait pas le TOEFL, il demandait le Duolingo test, qui est un test beaucoup plus abordable. Donc, j'ai pris le Duolingo test et mon admission s'est faite sur étude de dossier. Ils ont regardé mon parcours, ils ont regardé mes notes, mes résultats académiques et professionnels, ce que j'avais fait, etc., etc., plus mon test d'anglais. Et c'est comme ça que j'ai été admis à Loyola Law School. Lorsque j'ai fini Loyola Law School, je voulais faire le JD, le Juris Doctor Programme. Donc, j'ai décidé de poursuivre le Juris Doctor Programme. C'est pour ça que j'ai apply à la University of Georgia. Et pour venir ici, ça a été encore une étude de dossier. Et cette fois-ci, je n'ai pas eu à présenter de test d'anglais parce que j'avais déjà fait une université américaine, une université où j'avais étudié en anglais et aux États-Unis. Du coup, je n'avais pas besoin de test d'anglais. Je pouvais juste apply et sur l'étude de dossier, ils allaient me donner l'admission ou pas. Ce que j'ai fait et par la grâce de Dieu, j'ai eu l'admission et j'ai eu une bourse qui m'a permis de pouvoir venir étudier ici. J'ai fait un autre master d'abord et j'ai transféré maintenant dans le Juris Doctor programme. Là encore, j'ai pas eu à passer de test, j'ai transféré directement. Et l'autre question sur laquelle je vais revenir, c'est mon projet professionnel à moyen et à long terme. Déjà à court terme, actuellement, je finis mon Juris Doctor en 2026, en mai 2026. Donc à court terme, c'est de finir mon Juris Doctor et de passer l'examen du barreau. Pour l'examen du barreau, je suis actuellement on the fence sur lequel l'examen du barreau passé, soit à Georgia, soit à New York, mais je tends plus vers Georgia parce que je recherche un peu plus de stabilité. Je précise ça parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi je parle de stabilité. Et à moyen terme, j'espère pouvoir avoir de l'expérience aux États-Unis pour améliorer ma compétence, mes connaissances et ma pratique du droit, soit en cabinet d'avocat ou bien dans le milieu académique en tant que professeur de droit, qui me plaît aussi bien, puisque ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis research assistant, assistant de recherche d'un professeur ici à l'University of Georgia. Donc, ça aussi me plairait bien de rester ici, à rester dans le domaine académique, ou bien avoir la possibilité de partir en cabinet d'avocat pour pratiquer. Donc, les deux me conviennent. Et à long terme je me projette et j'inclus une famille à l'intérieur, la femme qui partage ma vie actuellement. Et avec elle, on va décider de comment on verra les choses, si on veut rentrer à Abidjan pour investir, ou si on veut s'installer sur le long terme dans la durabilité ici aux États-Unis. Mais la famille est quelque chose qui compte véritablement pour moi et ma décision de m'inscrire à long terme et à moyen terme aux États-Unis va dépendre de ce que ma femme et moi et on aura décidé. Voilà. Très bien. C'est quelque chose de naturel, hein. Effectivement, il n'y a pas que l'académique dans la vie. Effectivement, il y a toute une vie sociale à construire. On ne peut que te souhaiter le meilleur dans dans ces projections-là. Et finalement, comment est-ce que tu imagines la justice ivoirienne, le système juridique ivoirien dans 10 ans?
avec tous les Le défis qu'on système connaît juridique, aujourd'hui. ce que j'espère, c'est que le système juridique ivoirien dans 10 ans ne sera pas le même qu'aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'espère de tout cœur parce que s'il reste en l'état actuel, s'il n'y a pas d'évolution, on court droit à la catastrophe. Parce que en l'état actuel, je trouve qu'il est chaotique, il est opaque, il est injuste, il est obsolète, il est corrompu et il est véreux. Et on ne peut pas Ce sont des mots perdurer. durs. Oui, ce sont des mots durs, ce sont des mots durs parce que c'est la réalité actuelle. Et je pense que quand on regarde l'examen du barreau, c'est l'exemple parfait qui illustre les mots que je viens d'utiliser. Voilà. Et les répercussions que cet état de fait, euh, les répercussions de cet état de fait sur la société ivoirienne sont catastrophiques. Donc, il faut que dans 10 ans, on puisse sortir de tous ces mots que je viens de citer là, qu'il y ait beaucoup plus de transparence, qu'il y ait beaucoup plus de démocratie, que la justice soit juste, que le droit soit droit et que tous ensemble, on puisse s'intégrer de manière harmonieuse dans une véritable recherche de la justice et de l'équité. Voilà. Très bien, voilà qui est clair. Alors, pour un jeune qui écoute cet épisode et qui rêve de faire du droit mais qui doute, que lui dirais-tu? Je lui dirais que le droit et les professions juridiques et judiciaires sont des professions nobles, sont des professions de prestige et sont des professions qui ont du cœur. Je lui dirais que les juristes portent sur leurs épaules le poids et la souffrance d'autres personnes. Les juristes sont la balance de la société. Les juristes sont les gardiens de, de la morale, en quelque sorte. Les juristes sont les gardiens des libertés individuelles. Et la profession de juriste est une profession noble à laquelle j'invite tous les jeunes, à laquelle je souhaite que tous les jeunes qui rêvent de devenir avocat, de devenir juriste, de devenir juge, de devenir notaire, puissent s'adonner, voilà, qui puissent embrasser cette profession-là ou qui puissent se donner les moyens de rêver. Et c'est là le sens du combat que je mène pour le CAPA. C'est bien là le sens de ce combat parce que je pense que tous ces jeunes qui rêvent de devenir juriste ou qui rêvent de devenir avocat doivent avoir la possibilité de pouvoir le faire. Ils doivent avoir la possibilité de rêver. Il ne faut pas, il faut mettre fin à ce génocide professionnel. Il faut permettre à ce que les jeunes Ivoiriens ou que ce soit des étudiants ou que ce soit des juristes professionnels ou que ce soit les enfants à venir, les prochaines générations, ne vivent pas ce que nous on a vécu. Donc je dirais à ce jeune de s'armer de courage, de rester toujours dans une dynamique d'excellence, de rester toujours focalisé sur ses objectifs et de ne jamais désespérer, quels que soient les obstacles qui vont se présenter. Il ne faut pas aussi qu'il abandonne après les échecs, parce que les échecs font partie de la vie. Oscar Wilde disait, les erreurs, euh, l'expérience est le nom que l'on donne à nos erreurs. Donc, il faut commettre des erreurs. Il faut avoir des échecs pour pouvoir se relever, pour pouvoir construire sur ces erreurs-là, construire sur ces échecs pour devenir les personnes les plus abouties, pour devenir ce qu'on rêve d'avoir, ce qu'on rêve de devenir, pardon. Donc, voilà, il faut rêver jusqu'au bout et ne jamais se laisser décourager par les difficultés. Et merci pour ces mots d'encouragement. Alors, avant de mettre un fin à l'entretien, on va te faire participer à un jeu. Voilà. Ok, Donc, un jeu de d'accord. fin qui va s'appeler Trois vérités et un défi. Je vais te proposer un format très simple. Je te demande trois vérités, un défi que tu te lances à toi-même. Euh, En un, une vérité sur ton parcours que les gens ignorent souvent et que tu n'auras pas abordé lors de l'entretien. Que je n'aurais pas abordé lors de l'entretien. Mhm. Lors de l'entretien, que je n'ai pas encore abordé lors de Que tu n'as pas encore l'entretien. abordé, oui. Euh, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je suis étudiant. Et pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que souvent les gens oublient que lorsqu'on revient dans les chaussures d'étudiant, lorsqu'on revient à l'école, il faut pouvoir se mettre dans la posture d'étudiant. Il faut pouvoir se mettre dans la posture d'apprenant. Et lorsqu'on se met dans la posture d'apprenant, l'argent n'est pas là. L'argent ne vient pas immédiatement. Et c'est là où les gens parfois, ils pensent que parce que tu fais des études aux États-Unis, mais parce que tu fais des études en France, mais parce que tu fais des études à l'étranger, ça veut dire que tu as l'argent. Non, c'est des études. Tu es étudiant.
Donc, une chose que les gens souvent oublient sur moi, c'est que je suis étudiant et je suis revenu à la posture d'étudiant. Je fais face aux réalités des étudiants. Je galère parfois pour faire pour boucler les fins de mois. J'ai plusieurs boulots. Je pense que toi et moi, on en discutait récemment. Je cumule actuellement 3 boulots. Donc, je cours par-ci, à gauche, à droite. Donc, voilà. Donc, je pense que les gens occultent ça souvent. Lorsqu'on redevient étudiant, il faut pouvoir avoir l'humilité. Il faut pouvoir avoir, voilà, se remettre dans la posture d'étudiant, apprendre et puis être patient et voir le fruit de ses efforts arriver au bout du tunnel. Très bien. Et une vérité sur ce que l'échec t'a appris. Je pense que je l'ai déjà abordé dans une des questions précédentes, mais ce que je peux rajouter sur cette question, c'est que l'échec m'a appris qu'on ne peut pas gagner partout. L'échec m'a appris qu'il faut pouvoir choisir ses combats. Il faut pouvoir connaître ses forces et ses faiblesses et ne pas s'aventurer sur tous les chemins. Parce que certains chemins peuvent être rocailleux et très dangereux alors et on n'a pas nécessairement les armes ou on n'est pas suffisamment outillé pour pouvoir les emprunter. Et ces chemins-là, il faut les éviter. L'échec m'a également appris que un échec aujourd'hui ou une porte fermée aujourd'hui ne sera pas nécessairement fermée pour toujours. Elle peut être fermée aujourd'hui et puis s'ouvrir plus tard. Donc, il ne faut pas désespérer, comme je le disais. Un nom aujourd'hui d'un employeur ou bien d'une université ou bien de quelqu'un n'est pas forcément un nom qui sera définitivement, qui sera éternel. Il faut pouvoir rester focus sur ses objectifs, malgré les noms, malgré les échecs, et puis construire sur ça pour continuer de se projeter et d'avancer. Alors, troisième vérité. Une vérité sur l'Afrique qu'il faut dire, même si elle dérange. Pour cette vérité, pour cette question, je vais citer Alpha Blondy. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Il a tout dit et il n'y a rien à rajouter sur ça. Et c'est ça pour moi la réalité de l'Afrique. Aujourd'hui, lorsque vous prenez tous les compartiments de l'Afrique, lorsque vous prenez tous les domaines, vous prenez l'Afrique de manière holistique, tous les problèmes viennent des Africains eux-mêmes. Que ce soit dans le milieu du droit, que ce soit dans le milieu économique, que ce soit dans le milieu de la médecine, que ce soit dans le milieu de la politique, que ce soit dans le milieu, tous les secteurs de la santé, de l'éducation, des problèmes de l'Afrique et viennent des Africains, viennent de la cupidité, viennent de la corruption, viennent de l'égoïsme, viennent de la méchanceté, viennent du narcissisme, de l'égocentrisme. Et encore une fois, l'examen du barreau et le barreau ivoirien est un exemple qui vient illustrer ces propos. Voilà. Et enfin, un défi personnel que tu te donnes pour les 5 prochaines années. Pour les 5 prochaines années, mon défi personnel est d'avoir la stabilité. Et c'est pour ça que je vous avais dit tantôt que vous alliez comprendre pourquoi est-ce que je parlais de stabilité, parce que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur, qui est au cœur de ma vie actuellement. Et c'est l'une des pierres angulaires de mon projet professionnel. Je ne pense plus uniquement projet professionnel, mais je veux aussi stabiliser ma vie personnelle, en plus de ma vie professionnelle. Et dans ce cadre s'inscrit, voilà, ma femme Claire, voilà, dont je parle souvent sur les réseaux sociaux, la femme qui partage ma vie actuellement. Et je veux qu'avec elle, on puisse construire quelque chose. Donc, pour les 5 prochaines années, mon défi, c'est de vraiment rapidement stabiliser ma vie professionnelle, mais aussi jumper sur ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie amoureuse avec ma femme Claire, voilà, que je salue au passage et que j'aime beaucoup. Elle se reconnaîtra. Il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas beaucoup. On espère qu'elle Son nom, écoutera. oui, elle écoutera. Donc, Ok. voilà, c'est vraiment ça mon défi pour les 5 prochaines années. Et puis, contribuer, la dernière chose, sur une dernière note, j'aimerais aussi pouvoir contribuer au maximum à l'évolution et au développement du droit en Côte d'Ivoire, du droit et de la justice en Côte d'Ivoire et en Afrique, parce que j'estime que nous sommes beaucoup trop en retard. Nous sommes en arrière sur toutes les problématiques internationales modernes, actuelles, et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et il faut permettre aussi aux juristes comme moi, aux avocats, et avocats ivoiriens pardon, qui sont venus en Occident, qui sont dans la diaspora, de pouvoir rentrer à Abidjan pour apporter leur pierre à l'édifice. Et ça, c'est un autre de mes défis pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire moi-même contribuer, mais en même temps créer un mouvement de masse avec toutes les personnes comme moi, juristes ivoiriens à l'étranger,
de pouvoir nous trouver, nous inclure dans l'évolution du droit et de la justice en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique. Voilà. Un joli défi. Et bon courage, plein succès dans toutes ces initiatives. Merci Euh, beaucoup, Emmanuel. alors, on est à la fin de notre entretien. Clément, est-ce que tu aurais un mot de fin? Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier. Emmanuel, tu sais déjà tout le bien que je pense de toi. Tu sais déjà tout le bien que je pense de tes équipes. Tu sais déjà tout le bien que je pense de toutes les initiatives que tu as prises jusqu'à aujourd'hui. Tu es l'un des acteurs clés pour moi de l'évolution de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique aujourd'hui et tu le seras encore plus demain. Donc, mon mot de fin, ce serait Merci. vraiment un focus sur toi pour te dire merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu continueras de faire et t'encourager aussi dans la dynamique, dans cette dynamique, parce qu'il faut promouvoir l'excellence. Il faut promouvoir les bonnes valeurs dans une société ivoirienne en pleine déliquescence, en pleine décadence, avec des mœurs qui deviennent de plus en plus perverties, corrompues, avec une société qui est de plus en plus axée sur le matériel, sur la facilité, sur etc., etc. Les initiatives comme celles que tu as prises, celles que tu prends et celles que je sais que tu prendras sont vraiment salvatrices, sont signes d'espoir. Voilà, parce que comme l'auteur le dit, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, tu es comme mort. Donc merci pour cet espoir que tu donnes à la Côte d'Ivoire, pour cet espoir que tu donnes à l'Afrique et pour cet espoir que tu nous communiques aussi. Parce qu'en collaborant avec toi, en travaillant avec toi, c'est voilà, on te suit et voilà, c'est tous ensemble, en symbiose, on pourra relever les défis de notre pays, mais aussi de notre continent. Donc, le dernier mot et le mot de fin, c'est à ton endroit. Merci beaucoup, Emmanuel. Et puis, voilà, que le Seigneur nous aide à atteindre tout ce qu'on a prévu faire et voilà, promouvoir l'excellence. Merci beaucoup. Amen. Merci pour ces gentils mots, ces mots d'encouragement. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, que le Seigneur nous donne la force de poursuivre sur les différents projets sur lesquels nous sommes et que nous puissions atteindre les différents objectifs pour être utiles à notre société. Merci Voilà, beaucoup. c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Oser l'élite avec Clément Kwame Nguessan. Si ce parcours vous a touché, inspiré ou simplement donné envie de viser plus haut, c'est que notre objectif pour aujourd'hui a été rempli. Parce que l'élite, ce n'est pas une question de privilège, c'est une question de discipline, de conscience, de courage et surtout de volonté de servir, d'ouvrir la voie. Clément nous l'a rappelé aujourd'hui, il est possible de partir d'Abidjan, de faire rayonner son expertise à l'international tout en gardant les yeux fixés sur les défis de son pays. Il est possible de se battre pour un droit plus juste, plus accessible, plus humain. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle voie, une nouvelle trajectoire et d'ici là, souvenez-vous, ceux qui osent l'excellence ouvrent le chemin aux autres. Merci encore, Clément. Merci beaucoup, Emmanuel.